Donc moi là aujourd'hui j'ai été convié à vous partager avec vous quelques petits trucs et astuces concernant les développements liés au SharePoint Framework. Donc je vais essayer de vous donner un petit concentré d'informations. Évidemment ça balaye pas tout le panel de trucs et astuces, il y en a des milliers en fait en fonction des équipes, de votre manière de travailler, etc. Mais j'ai un peu référencé finalement dans cette présentation et dans cette démo, puisque je ne vais pas que vous présenter, je vais quand même essayer de vous faire des petites démos au fur et à mesure. Le but, c'était aussi de capitaliser finalement tout ce que quand je travaille avec des développeurs, d'autres équipes ou avec les développeurs de ma job, à chaque fois ce que je leur répète, ce que je leur donne comme information. Donc, en ce qui me concerne, donc je suis un architecte et consultant Microsoft 365. Je travaille chez Humano, s'il y en a qui connaissent, donc à Montréal. Vous avez ici mes informations personnelles, mon blog, mon Twitter, si vous avez besoin d'échanger, de partager ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci avec ça. Et même si vous avez des feedbacks suite à cette présentation, c'est super intéressant de savoir ce que vous en avez pensé et s'il faut encore ajouter un petit complément, etc. Au niveau des sujets, donc j'ai essayé de faire le minimum, en même temps essayer de donner un maximum d'informations. Donc à gauche, vous avez en fait donc un peu tous les sujets que je vais essayer d'aborder. Ça va pas être forcément très détaillé, mais en tout cas, je vais essayer d'expliquer au mieux. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça nous permettra aussi de donner un complément d'information si c'est pas assez clair. Donc la première chose en fait que j'ai pu remarquer pendant les développements, parce que comme vous le savez, en fonction de l'environnement sur lequel vous travaillez, si vous travaillez sur un SharePoint Online ou un SharePoint On-Premise, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes versions de Node.js. Et j'ai déjà été confronté à des environnements de développeurs où, parce que ils s'amusaient à désinstaller et installer à chaque fois la version de Node.js au fur et à mesure qu'ils devaient travailler sur un composant, ce qui rend les choses assez compliquées. Donc, en fait, il y a en fait un package qu'on peut installer sur les machines. C'est cross-platform, Mac, Linux, Windows, qui s'appelle NVM. Donc, NVM va vous permettre assez facilement d'installer et de switcher finalement de Node.js en fonction de vos projets. Donc, ça marche assez facilement pour la petite démo. Donc en fait, NVM, une fois que vous l'avez installé, il est disponible directement sur votre environnement. Vous avez la possibilité de consulter et de voir en fait les versions qui sont déjà installées. Vous avez la possibilité de setter manuellement. Donc on peut aussi voir, si vous faites un node ici -v, que j'ai la version 8.17 de Node.js, on a la possibilité avec NVM de forcer une version manuellement de cette manière en mettant le use. Et là, du coup, vous allez pouvoir vraiment switcher manuellement. Ce qui est aussi super intéressant, c'est quand vous travaillez sur des projets, une best practice que j'essaie de mettre en place de manière systématique, c'est de créer un fichier .nvmrc. Grâce à ça, vous mettez en fait la version que vous utilisez pour votre composant SPFX, et le fait de simplement faire nvm use, il va aller chercher ce fichier et il va switcher de la version. Donc ça, c'est super intéressant parce que tout au long de vos, même si vous utilisez la version aujourd'hui de 1.11 de SPFX, vous pouvez être amené à travailler avec, dans mon cas ici, c'est la version 10.22.1, mais il existe déjà la 10.23. Donc ça permet aussi même de scoper et éviter certains problèmes de build en fait avec le temps, parce que les versions de Node qui changent, il y a certaines fonctions où vous avez des bugs, des régressions, ou alors tout simplement des fonctions qui n'existent plus, et ça peut poser des problèmes. Donc là, ça permet quand même d'assurer finalement une certaine pérennité au niveau des packages, comment ils vont être installés, pour assurer que votre solution va être buildée avec la bonne version de Node.js comme elle a été faite la première fois. Donc ça, c'est un premier point. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là, sinon je vais tout de suite passer à la suite. Optimiser les modules, donc les modules NPM. À côté d'NVM, qui est Node.js, lorsque vous créez une solution de type SharePoint Framework, vous avez systématiquement un dossier qui est ici, Node Modules. Et en fait, le Node Modules va contenir finalement tous les packages dont vous avez besoin pour pouvoir exécuter, compiler, builder votre solution. Donc la majorité de ces packages sont présents dans le package.json. Le truc, c'est quand vous faites, on va faire l'exemple, alors je vais peut-être le supprimer. Ouais, je vais le supprimer. Pour installer les packages, donc par défaut, quand vous faites la commande que vous allez voir cet après-midi pour pouvoir créer un package, je ne vais pas tout spoiler non plus à ce niveau-là, je vais quand même vous laisser découvrir certaines choses par vous-même. Mais grosso modo, quand vous allez créer pour la première fois votre package SharePoint, il va automatiquement vous donner toutes les dépendances de base qui vont se retrouver finalement dans Node Modules.
Une fois que vous avez fait ça, donc ça revient à faire un npm-i. npm-i, ça va vous permettre, lorsque vous allez ajouter, si par exemple le node models n'est plus là, parce que c'est node models, vous ne le stockerez jamais dans un repository, parce que c'est trop gros, c'est trop compliqué, et que de toute façon les versions peuvent changer. Donc c'est quelque chose de manière systématique, lorsque vous appropriez un composant qui vient du web ou de vos collègues, la première chose à faire, c'est npm-i. Quand vous faites ça, vous allez voir, là, ça va mettre un certain temps. Il va aller chercher toutes les dépendances, toutes dépendances de tous les packages pour que tout puisse fonctionner. Donc là, en fait, ça va faire, on va voir, je vais vous montrer, comme quoi sur un package de base, j'ai fait le test avant de faire cette démo, sur un package de base, vous avez à peu près 128 334 fichiers qui sont installés via Node Models. Dans mon cas, étant donné que j'ai fait un petit développement là pour l'occasion, on va peut-être en avoir un peu plus. Donc l'idée, c'est, est-ce qu'on a besoin de tout ça finalement? Non, tout n'est pas nécessaire. Certaines dépendances ne sont pas nécessaires. Ils les installent parce que si vous voulez, dans le schéma de chaque package NPM, il y a des dépendances qui sont dedans, mais ça peut être des dépendances réutilisées. Donc, en fait, on a un petit outil qu'on peut installer en global. Donc, pour installer quelque chose de manière globale sur votre environnement, faites npm-i-g. Et là, ici, on va faire appel en fait, à un paquet qui s'appelle PNPM. Donc, vous avez tous les liens ici en dessous de la solution. PNPM va vous permettre, et c'est vraiment pas négligeable, de diminuer le nombre de fichiers et de ce même fait, diminuer la taille de votre package à la fin. Donc, on va essayer de voir ici s'il a déjà fini. Voilà. Donc là, si j'exécute la commande pour récupérer le nombre de fichiers, hop, sorry. Donc, si on fait un find de node models, chose comme ça, ouais, c'est ça. Si je fais ça maintenant sur la solution actuelle, en faisant ça, là, j'ai 141 540 fichiers. C'est énorme quand même. Tout n'est évidemment pas dans le package une fois buildé, mais il y a une bonne partie qui est dedans, parce qu'en fait, vous avez différents types de dépendances. Maintenant, le but, c'est de refaire le même exercice, mais avec PNPM, que j'ai déjà installé sur mon environnement. Donc, ça va remettre un peu de temps à supprimer. Mais en fait, on va faire ce même exercice encore une fois, en installant tous les modules par le biais finalement de PNPM-i, cette fois-ci, plutôt que NPM-i. Et on va refaire le même exercice avec le find module, on va voir combien on a de fichiers. On va juste attendre qu'il finisse. Sébastien, l'écran il est assez zoomé là, au niveau des caractères, vous voyez bien? C'est correct. Tu peux peut-être zoomer une ou deux fois, peut-être pour avoir une petite affaire plus. Ok, attends, je vais faire ça tout de suite. Je ne savais pas trop. Hop. On va zoomer un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Ouais, je pense que c'est bon. Parfait. Donc, même exercice. Donc, PNPM-i, cette fois-ci. Donc là, il va refaire le même exercice, donc réinstaller tous les packages dans le dossier Node Models, donc de manière un peu différente. Et vous verrez que déjà, il va essayer de résoudre des packages. Il va déjà automatiquement calculer ceux qui sont réutilisés. Ça va éviter de réinstaller encore une fois les mêmes. Donc on voit qu'au niveau du download, pour le coup, vu qu'il y en a déjà qui ont été installés sur mon environnement, il ne va pas forcément les retélécharger de manière systématique. C'est plutôt pas mal efficace. On va laisser finir tranquillement. Ça ne devra pas mettre trop de temps normalement. Donc ça, en fait, c'est aussi quelque chose de très important. Lorsque vous faites des packages, vous allez voir que votre connexion Internet et votre laptop va être quand même quelque chose de très intéressant parce que si votre connexion Internet est un peu lente ou votre laptop pas très performant, vous allez voir que ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc là, en faisant ça, je tombe à 87 000. Au lieu d'avant, on était à 140 quelque chose, 141. Donc on a presque divisé par 2 le nombre de packages et la solution fonctionne toujours. On va voir après, à ce moment-là, quand je vais la builder. Voilà pour cet aspect-là. Donc je pense que c'est une bonne pratique aussi. Alors attention, PNPM-i fonctionne pour la plupart en fait, des composants lorsque vous allez faire du SharePoint Framework, mais vous allez voir que parfois, il y a certaines dépendances qui ne peuvent pas être satisfaites au niveau du build du package et ça ne va pas marcher. Donc ma première recommandation quand vous commencez vos développements, utilisez NPM tout simplement. Une fois que vous avez vraiment fini, que vous avez tout buildé, vous êtes sûr que ça marche, regardez si vous êtes en mesure de l'optimiser parce que vous allez voir à partir du moment où vous allez exécuter votre package, vous allez peut-être avoir des erreurs parce qu'il n'arrive pas à trouver certains packages parce que ça fait quand même des alias à l'intérieur de ça, c'est quand même une belle machine là, tout ça, ce qui est fait en amont, enfin ce qui est fait en back que vous ne voyez pas.
et ça ne marche pas toujours. Donc là, vu que c'est un projet open source, vous avez la possibilité d'ouvrir un issue sur le GitHub pour prévenir la communauté donc, qui s'occupe de PNPI, de PNPM, de faire ce qu'il faut pour essayer de corriger ça au mieux. Le cas échéant, en attendant, utiliser quand même NPMI. Ensuite, au niveau donc des builds. Alors moi, une suggestion que je donne souvent en fait à mes développeurs aussi et que j'essaie de pratiquer de mon côté, c'est d'utiliser en fait un environnement aussi avec Docker. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser et ça va vous permettre de vous assurer que votre composant arrive à builder quel que soit l'environnement. Si vous travaillez sur Windows mais que vous avez des collègues qui travaillent sur Mac ou inversement, vous allez voir que ça ne fonctionne pas toujours de la même manière et surtout que ça, forcément des fois ça ne builde pas. Donc on se rend compte qu'il y a certaines dépendances ou quelque chose qui est peut-être mal fait au niveau des versions. Donc il s'avère nécessaire de devoir faire en sorte que ça puisse fonctionner partout. On en a parlé un peu vaguement avant au niveau des pipelines. Les pipelines, donc si vous travaillez sur Windows et vous faites des pipelines par exemple sur GitHub, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément un Windows qui est activé derrière, c'est du Linux. Donc si vous avez des dépendances qui sont liées à un environnement Windows, ça peut casser. Aussi, si vous oubliez par exemple de faire des npmi-save, vous allez voir après, donc vous oubliez de l'intégrer à votre package.json, les packages ne vont pas être listés dans les dépendances de votre composant. Et si ça, c'est pas fait, lorsque vous allez vouloir essayer de builder votre package, il va dire que certaines dépendances sont manquantes. Donc ça permet aussi de vous assurer que ce n'est pas des dépendances globales sur votre environnement. Si c'est un prérequis, il va falloir le documenter et faire en sorte que ça s'installe aussi automatiquement pour que ça puisse builder sans problème. Donc pour l'exercice, ça va être assez simple. Vous mettez un Docker en place sur votre environnement. Et vous pouvez utiliser une version globale Node 10 ici dans mon cas. Donc en faisant simplement docker run-td s'il veut bien. Donc là en fait si vous êtes comme moi sur Mac, vous allez pouvoir utiliser pwd. Si vous êtes sur Windows, c'est %cd %, ça fait le même effet, c'est juste pour avoir le relative path pour pouvoir faire le lien entre les deux. Donc dans mon cas ici c'est ce folder là que je vais utiliser. De cette manière. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme paramètre? C'est à peu près tout. Évidemment, le V, le paramètre V pour brancher le module. Donc, si vous ne connaissez pas trop Docker, il y a pas mal de documentation à ce sujet-là. Donc, vous verrez que vous ne serez pas laissé tout seul là-dessus. Mais globalement, qu'est-ce que ça fait? Je demande à Docker en fait, de me construire un container qu'il ne garde pas, enfin, qu'il le met en mode run-only, standalone. Là, je lui indique que je veux mapper un volume local de mon ordinateur vers le conteneur pour pouvoir le réutiliser et que je veux utiliser une image donc, qui est de Node 10, Node.js version 10. Ça, une fois fait, vous allez voir, c'est normalement assez rapide à construire. Donc là, c'est le premier que je construis aujourd'hui. Donc on va voir combien de temps il met. Non, ça ne va pas mettre trop longtemps. Blabla, voilà. Donc, en regardant ici, je vais voir la liste de tous les conteneurs qui existent. Il en existe déjà quelques-uns. Donc le dernier, c'est celui-ci. Donc pour en fait accéder ensuite à votre Docker, je pense que je l'ai noté. Exact. Donc pour accéder ensuite à votre Docker, c'est comme une VM en somme, qui est là basée sur du Linux. Donc pour y accéder en mode bash, vous avez juste besoin de faire un docker exec. Ici, ça c'est pour garder la connexion. Vous devez mettre le container ID et on veut passer en mode bash. Une fois qu'on fait ça, on va se rendre compte que à l'intérieur, on va avoir un dossier, c'est celui que j'ai branché. C'est aujourd'hui en fait la solution que j'ai là-dessus. Donc là, on va pouvoir faire un build. Enfin, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, donc c'est parce que là j'ai changé d'environnement, on va remove le node modules encore une fois. Ah oui. CD. Ouais. Hop. Pourquoi il ne propose pas MS365. Voilà. Donc rm-r de node models. Donc là, ça va permettre, parce que j'ai construit sur Mac, donc là, ce que je disais, les node models, vous ne pouvez pas les prendre, j'aurais peut-être pu faire le test et de faire le build, mais en fait, il aurait pété, parce qu'il aurait dit que l'environnement n'est pas le même pour les node models. Donc là pour l'explication, parce que j'ai déjà essayé hier à plusieurs reprises, hier soir encore, pour m'assurer de ce que je dis, pas dire de bêtises. Grosso modo, vous allez avoir un message comme quoi il dit que les node models package ont été buildés pour un environnement macOS. Et du coup, là, les exécutant sur un Linux, il ne peut pas les rebuilder, donc le package ne va pas se faire. Donc c'est pour ça que le node module, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais intégrer
dans vos repos, parce que c'est quelque chose qui doit être par environnement, par développeur, à chaque fois installé de la même manière en faisant npm ici. Blablabla, ça met un peu de temps. Aussi, vous remarquerez que vous avez un package lock. Donc, si vous avez des erreurs, parce que moi ça m'est arrivé, si vous avez des erreurs avec les packages, ce qui peut se passer, c'est que le package lock en fait se construit lorsque vous faites un npm-i. Donc, si vous changez d'environnement et que lorsque vous allez faire votre npm-i, vous avez des erreurs ou lorsque vous faites un build, vous avez la possibilité, c'est pas grave, en tout cas, il se reconstruit à chaque fois, de supprimer ce fichier. Donc là, par précaution, je vais vite le supprimer aussi pour éviter toute erreur dans le cadre de la démo. Hop, tout de suite le mettre là, comme ça c'est fait. Blablabla. Donc ça met toujours du temps quand il y a beaucoup de fichiers. Ok. Donc en attendant, dans le temps qu'ils finissent, si vous voulez, j'ai mis à disposition la solution, parce qu'il y a plusieurs chapitres qu'on va encore voir ensemble. La solution est disponible sur le GitHub, donc je l'ai mis sur mon profil. Donc vous avez la possibilité d'y accéder, les publics, pour pouvoir le récupérer et faire vos propres tests si vous le désirez. Ça ne sera pas pour aujourd'hui, parce que vous allez aussi construire le vôtre, mais par la suite, si vous voulez encore accentuer ou revoir certains aspects, puisque la présentation, si je ne dis pas de bêtises, Sébastien, tu la récupères et tu la publies, c'est ça ? Exact. Exact. Donc, je vais aussi mettre le lien directement dans le chat. Donc, de cette manière, vous pourrez récupérer la présentation PPT que je vous ai préparée et refaire les tests de votre côté si vous voulez les faire de votre barre. Bon, là, le Node, il fait un peu de temps. La suppression, il y en a beaucoup des fichiers. C'est la beauté de partager son écran dans Teams et de faire du développement logiciel en même temps. Il y a définitivement quelque chose qui est... ouais, hein, c'est dingue. C'est classique. C'est définitivement classique. Ça va prendre près de 3 à 4 fois plus longtemps. Ah, parce que hier soir, j'avais pas souvenir que ça durait aussi longtemps. Non, c'est absolument... C'est vraiment l'effet du partage d'écran dans Teams qui... L'effet de démo, le fameux. Ouais, voilà. Bon, sinon, en attendant, je vais passer au point suivant, parce que je n'ai pas encore trop de temps, parce qu'il y a quand même plusieurs points à balayer. Donc, je vais faire le test juste après, de toute façon, pour le build et tout ça, dès qu'il aura bien fini avec les modules. En attendant, ça ne m'empêche pas de passer au point suivant. Donc là, c'est plus de l'aspect un peu théorique, donc je vais essayer de quand même donner des cas d'usage. Mais ce qu'il ne faut surtout pas négliger, puisque avec le SharePoint Framework, basé sur le framework React et TypeScript par défaut, on a quand même ce fameux privilège en fait de pouvoir travailler en modèle objet, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avant lorsqu'on était en pur JavaScript, ou en tout cas on n'avait pas le réflexe de le faire. Là, c'est vraiment quelque chose qui doit rentrer dans les gènes du développement. Si vous n'êtes pas familier avec le code orienté objet, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de travailler. Vous avez plein de tutoriels sur le net aujourd'hui. Vous allez encore en voir aujourd'hui de toute façon. Vous avez pas mal de samples aussi qui existent sur le web et sur GitHub concernant les développements dans SharePoint Framework. Je vous encourage vivement à les consulter, au moins pour vous avoir de l'inspiration, voir comment les gens développent. Et surtout, le mode objet, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. On va aussi voir pourquoi après, dans un autre chapitre, pourquoi c'est vraiment pertinent. Vous avez 23 design patterns qui existent en termes de développement. Donc, un des plus connus et qu'on oublie souvent, c'est le singleton. Pour donner un petit exemple, donc, ce qui vous permet d'avoir une seule instance lorsque vous exécutez un composant, mais que celui-ci fait appel plusieurs fois à un même objet, une même classe ou un même service. Ça évite de le reconstruire de manière systématique et surtout éviter d'avoir des contextes différents. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant comme pattern, mais il en existe plein d'autres. Aussi, ce qui est super intéressant, et là je vois beaucoup de développeurs qui, moi à mon sens, c'est quelque chose de dommage, c'est de ne pas profiter en fait de l'aspect asynchrone de JavaScript. Donc ma recommandation, c'est vraiment d'utiliser les fonctionnalités asynchrones telles que le promise ici, dans le petit exemple. Quelle serait l'autre alternative de ne pas utiliser finalement d'asynchrone? Ça serait finalement de faire quelque chose, comme vous l'avez peut-être déjà vu, lorsque vous faites un await, vous faites une variable par exemple, vous faites un let variable et vous faites un await finalement de votre fonction, de votre objet en tout cas, donc myFunctions par exemple, .get list items. Si vous faites ça,
grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre tout en stand-by. Donc, si vous avez d'autres codes qui doivent s'exécuter plus tard, tout ça, ça va attendre. Vous verrez même que si vous avez des spinners, ils vont se mettre à freezer le temps que ce wait se finisse. Donc, c'est vraiment dommage parce que ça perd un peu de cet aspect smooth, fluent, qui permet une meilleure expérience utilisateur. Donc, pour avoir le même aspect sans faire de wait et du coup profiter de la partie asynchrone, mais c'est là aussi ça commence à faire des cheveux gris si on commence à chercher beaucoup, c'est d'utiliser finalement la partie then de cette manière, vous le verrez aussi, et c'est ce fameux égal, supérieur ou inférieur qui va permettre de dire ça c'est quelque chose d'asynchrone et en même temps de pouvoir gérer aussi les erreurs par la suite. Donc ça en fait, ça veut dire que si vous avez du code qui se situe en dessous, si vous faites un console.log, ici, donc là on va faire par exemple, on va dire end, pour l'exemple vite fait illustré, et ici vous faites un console.log avec à l'intérieur results par exemple, vous allez voir que si vous exécutez ça sur votre navigateur, vous verrez d'abord console log qui va apparaître et seulement après le console results. Donc là on verra qu'on est vraiment en asynchrone, ça veut dire que ce qui va se passer là-dedans sera exécuté potentiellement bien après ce que vous avez à la suite. Donc c'est là que ça commence à devenir on va dire un peu tordu pour les développeurs, mais par contre, des jobs comme ça, de manière, on va dire totalement asynchrone, ça fait que c'est beaucoup plus smooth et ça évite de faire des blocages et ça permet comme à d'autres codes de s'exécuter en parallèle si c'est possible. Donc j'en profite, je vois qu'il a fini aussi à côté. Je vais faire un npm-i-g de pnpm pour installer le package globalement qui va me permettre justement d'optimiser au maximum les node models. Ensuite, sinon, oui, autre point intéressant, donc au-delà de l'orienté objet, les 23 patterns, c'est le React. En fait, quand vous allez voir, quand vous allez construire vos SharePoint Framework composants, vous avez le choix entre utiliser du React ou no framework. Et là, ça veut dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans comme framework. Si vous avez l'habitude d'utiliser autre chose que du React, vous pouvez l'utiliser aussi, pour pas donner de nom. Ce qui est intéressant avec React, c'est que, comme vous le verrez, la plupart des frameworks à côté de Microsoft sont basés quand même sur React. Donc, dès que vous allez en sortir, ça va devenir compliqué, je pense, ça va devenir compliqué de trouver des équivalents. Donc, le React est vraiment quelque chose de bien. Et vous verrez aussi que vous avez différents types de composants framework que vous pouvez créer. Vous pouvez créer des webparts SharePoint, mais vous pouvez aussi créer des extensions. Vous verrez peut-être la différence cet après-midi, je ne sais pas si on va en parler. Ceci étant, c'est quelque chose qui est un peu différent. Plutôt que d'être quelque chose appelé dans la page, c'est quelque chose qui est appelé par la page de manière globale. Et par défaut, le React n'est pas intégré dans les extensions SharePoint, ce qui peut poser quelques problèmes parce que en partant de là, vous allez potentiellement créer directement des items en JavaScript, des éléments, et à les intégrer dans la page. Et vous allez être confronté à des problèmes parce que les icônes ou certains composants que vous allez voir utiliser de Fluent ne seront pas intégrés dedans. Donc là, moi, ma recommandation vraiment, c'est d'utiliser React à côté et de créer vos propres classes pour les renders. Donc là, il a fini avec PNPM, c'est super. Donc sur Modocker, je vais faire le PNPM-i pour pouvoir installer les packages donc à partir de ma machine Linux. Donc il va reconstruire un dossier node modules qui pour l'instant n'apparaît plus. Et bon, là, c'est le PNPM lock qui va faire en l'occurrence. Donc ça va mettre pas trop de temps, je pense. En attendant, voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des questions à ce sujet ou pas? Je continue, sinon en attendant. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Parfait. Pas de questions, ça veut dire que c'est pas mal. Hop. Autre point qui me semble super important pour plein de raisons. Bon, parce qu'aujourd'hui même, je rencontre pas mal de problèmes chez les clients, ou en tout cas sur les développements qui ont été faits à l'époque, parce qu'on n'était pas trop conscient en fait de certains aspects. C'est l'optimisation de vos requêtes. Déjà par le biais d'utiliser du local storage, du session storage pour le traitement de vos données. Ça, c'est quelque chose déjà de super important pour éviter à chaque fois d'aller requester SharePoint Server, le service SharePoint via REST API ou PNPJS. Donc, je vais donner quelques exemples de requests qu'on peut réaliser soit directement en REST pour aller attaquer le service SharePoint. Vous avez vu Graph avant avec Vincent et tout. Là, c'est vraiment attaquer le service SharePoint sans Graph. Mais Graph, ça marche à peu près de la même manière. Vous verrez, vous pouvez faire des requests de cette manière
Et dans ce cas-là, à chaque fois que vous faites une request, vous allez taper sur le service SharePoint, donc ça crée du trafic et des consommations de ressources au niveau du site. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est quelque chose que vous réutilisez souvent dans le cadre d'un webpart, vous faites plusieurs fois l'appel pour récupérer plusieurs informations, et surtout si la page peut être amenée à être refresh plusieurs fois, ce qui est intéressant, c'est de mettre pour un temps, on va dire, assez déterminé, un cache de la manière dont vous voulez. Donc, vous avez une petite différence entre le local storage et le session storage. Le local storage, ça va être lié donc à votre browser. Donc, ça veut dire tant que votre browser il est ouvert, vous aurez le même cache, quel que soit si vous avez ouvert un tab ou une nouvelle window. Le session storage, lui, est lié au tab. Donc, dès que vous ouvrez une nouvelle tab, en fait, tout ce qui était dans le cache ne sera plus là, il va disparaître. Donc, c'est pour donner quelques aspects super intéressants. Donc, le cache est surtout utilisé dans le cadre du traitement des données. C'est quelque chose, comme son nom l'indique, c'est du cache. Donc, c'est quelque chose qui permet de travailler très rapidement et simplement. Donc, plutôt que de traiter directement les données via la request, des fois, il vaut mieux prendre la donnée, la mettre dans du cache et la travailler à plusieurs endroits après, plutôt que de refaire une request plus tard. Les cookies, à contrario, peuvent aussi servir donc pour stocker certaines informations et les travailler, mais on aura plus tendance aujourd'hui à utiliser les cookies pour les préférences utilisateurs de vos visiteurs. Donc, par exemple, si un utilisateur, si vous faites des filtres, admettons, dynamiques sur vos composants et que vous voulez mémoriser pour que l'utilisateur, la prochaine fois qu'il vienne, ça reste mémorisé, vous n'allez pas vraiment mettre ça dans une base de données ou mettre ça dans une liste SharePoint. Par contre, vous pouvez le mettre dans les cookies donc de son navigateur. C'est quelque chose qui est théoriquement, tant que vous ne mettez pas d'expiration, le cookie va rester en fait sur l'ordinateur de l'utilisateur et à chaque fois qu'il va se connecter, il va retrouver ses préférences. C'est ce qui permet justement d'accroître, on va dire, une meilleure expérience utilisateur. C'est vraiment quelque chose qu'on recommande. Néanmoins, que ce soit pour le local storage, les cookies, veillez quand même à mettre une expiration, parce que si vous n'expirez jamais dans vos codes, vous faites jamais d'expiration, vous allez vous retrouver en fait avec du cache et des cookies qui vont prendre beaucoup de place sur votre navigateur. Sachez que de toute façon, vous avez une limitation de par les navigateurs qui empêche d'avoir, c'est plutôt en termes de points en kilooctets, que vous n'allez pas pouvoir dépasser en fait cette limite. Donc, ça serait dommage qu'en fait vous ayez franchi des limites et que vous ayez après des effets de bord non désirés qui pourraient être considérés comme des bugs, alors qu'en fait, c'est juste que votre cache est vraiment trop gros ou votre cache aussi. Donc, faites attention à ça quand même. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie en fonction des besoins. Enfin, le dernier point, toujours dans le cadre de l'optimisation, lorsque vous faites une request SharePoint, quelle qu'elle soit, que ce soit par graphe ou directement sur les endpoints de SharePoint, vous allez récupérer des objets. Les objets, vous avez un tas de propriétés. Certaines propriétés que vous contrôlez, c'est vous qui avez choisi de les mettre à l'intérieur et de les définir. Pour d'autres, c'est lié à l'environnement. Vous n'avez pas du tout la main sur ces métadonnées et elles ne sont peut-être pas forcément utiles. Donc ici, dans l'exemple en bas, que j'ai mis en fait dans les deux exemples, j'ai rajouté en fait une petite commande qui s'appelle select. Le select, ça va juste permettre de récupérer les propriétés dont vous avez besoin. Faites le test à l'occasion, vous verrez que lorsque vous faites pas de select et vous récupérez tous les items, par exemple, d'une liste SharePoint, admettons que vous en ayez plus de 500, vous allez voir que ça va mettre un peu de temps quand même à revenir et surtout vous allez récupérer des objets avec plein de métadonnées. Une date de création, une date de dernière modification, le propriétaire, l'auteur, donc qui a créé l'item, la dernière personne qui a modifié un tas de propriétés que vous n'avez peut-être pas forcément besoin dans votre composant. Donc, pensez en fait après à faire un select et de ne récupérer que ce dont vous avez besoin. Vous verrez que la request va mettre beaucoup moins de temps à vous donner une réponse. Et en plus de ça, vous allez manipuler des propriétés dont vous avez vraiment besoin. Ça permet vraiment de faire une bonne optimisation. Donc, en attendant, lui, est-ce qu'il a fini? Toujours pas. Et ben dis donc. C'est vraiment plus lent sur Teams, en effet. Voilà pour la partie optimisation des requêtes et du cache. Autre point qui commence en fait à devenir de plus en plus récurrent, c'est les tests unitaires. Les tests unitaires, pour beaucoup, ils se disent mais à quoi ça sert finalement si on code et que ça fonctionne? C'est cool, pas besoin de faire des tests unitaires. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui, pour beaucoup, quand j'en entends un peu parler, c'est quelque chose qui est surfait. Hello Nico. Donc les tests unitaires, c'est quelque chose qui, à mon sens, aujourd'hui, a tout son sens. C'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant et qui, je pense, pour vos développeurs, ou dans le cadre de vos développements à vous, peuvent être
peuvent vous être vraiment très utiles. Déjà, d'une part, pour valider la résistance de votre code. Quand on parle de la résistance, c'est-à-dire que vous aurez peut-être du code qui aura peut-être des data qui vous permettront de faire des choses non désirées. Par exemple, vous voulez créer un objet, votre objet il doit avoir un ID. La résistance du code, ça serait de valider que votre objet ne peut pas être construit sans avoir un ID. Si vous ne pensez pas à valider que l'ID doit être obligatoire dans votre objet, il pourrait être omis et du coup votre objet pourrait ne plus être utilisé de la même manière dans votre code. Donc ça permet de valider cet aspect-là. Ça permet aussi d'assurer le niveau de qualité du code, même si au-delà de ça, les tests unitaires peuvent être des fois un peu superflus. Néanmoins, ça permet quand même d'avoir un certain niveau. C'est pas moi qui vais dire, ou c'est pas vous, ou c'est pas quelqu'un au-dessus de vous qui va dire que votre code est de bonne qualité juste en le regardant, parce que juste en le regardant, on n'est pas capable de tout entrevoir. Par contre, le fait de mettre des unit tests sur votre code de manière globale, va quand même, si vous arrivez à passer dans tout votre code que tout est au vert, ça veut dire que vous avez quand même la maîtrise de ce que vous faites ou de ce que vous avez fait, et que tous les changements qui vont avoir lieu par la suite en fait, seront maîtrisés parce qu'une fois que vous ferez des modifications, vous verrez que vos tests unitaires qui étaient peut-être à 100% vont ne plus être à 100%. Donc, ça veut dire que ces modifications doivent être prises en compte et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, c'est peut-être pas optimal. Donc, on va parler d'optimisation de code ou que tout simplement, il y a des choses qui sont deprecated et que vous n'utilisez plus. Ça, j'ai aussi souvent vu je pense que je suis pas le seul à avoir vu ça. C'est du code fantôme dans vos solutions, du code qui a été utilisé au début et qui ne l'est plus après. Donc, quand vous avez des private functions qui traînent des fois dans vos classes, vous allez vous dire sur le coup, c'est quelque chose qu'on a utilisé, on l'utilise encore. Et en faisant du code coverage, vous allez vous rendre compte que non, en fait, il n'est plus du tout utilisé. Et donc, vous ne pourrez jamais passer les unit tests à 100% avec une fonction qui n'est plus utilisée nulle part. Donc, ça permet quand même aussi un peu d'écrémer cette partie-là. Comme je le parlais avant, on disait 100% de code coverage, ça permet d'avoir une métrique. Le fait d'avoir une métrique, ça permet quand même d'avoir un niveau d'exigence qu'on peut avoir, par exemple, chez certains clients, ils exigent que on ait 80% de code coverage. Ça permet quand même d'assurer un minimum de qualité. Pour d'autres, c'est 100%. Ça, tout dépend des besoins. C'est vrai que 100% en fonction des solutions, ça peut paraître compliqué. Néanmoins, si vous arrivez à du 100%, c'est très bien. Je peux vous faire la démo. De toute façon, mon sample que je vous ai mis à disposition a le code coverage. Je peux le faire aussi en parallèle, celui-là. Le lapin, ouvre un nouveau terminal. Donc là, normalement, je l'ai fait passer à 100%. Donc, il y a quelques petits paramétrages à faire dans le package.json, on le verra. Dans le package.json, vous avez le build ici, qui n'est pas comme ça de base. Donc, je vous l'ai mis aussi à disposition, c'est pour pouvoir mettre ça dans vos CI, donc dans vos pipelines. La partie test, en fait, de base, non plus, c'est des tests. Donc, vous mettez Jest, c'est le framework qui est utilisé globalement pour pouvoir faire des tests. Et en faisant, en fait, npm test, vous allez lancer automatiquement les tests. Et là, ça fait fail parce que justement, j'étais en train d'installer les packages et qu'il les a pas une autre module. Donc, je disais une bêtise. Tant qu'il n'a pas fini cette partie, je ne peux pas encore faire les tests. Ah là là, dis donc, qu'est-ce que c'est long. Je vous ferai la démo juste après. Est-ce que peut-être je les ai encore ouverts, les tests? Oui, parfait. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait encore hier soir. Donc, pour créer les tests, vous avez différentes possibilités d'output. Si vous faites du pipeline et que vous voulez récupérer en fait un XML qui est représentatif de vos tests, vous allez avoir tendance à utiliser un format de fichier qui est le Cobertura, que vous allez pouvoir mettre dans vos pipelines. Donc je vois que Vincent il fait des partages aussi sur le chat avec des graphes là sur les couvertures, etc. Donc c'est souvent à l'aide des Cobertura qu'on va pouvoir générer ce type de rapport. Vous avez le text summary en fait qui est aussi donc ce qui va s'afficher dans la console. Là vous avez aussi le format HTML que moi personnellement j'apprécie beaucoup, surtout en tant que développeur. Lorsqu'on fait du HTML, ça va vous permettre en fait de directement avoir en live la couverture du code. Donc en fait, vous serez en mesure directement dans votre code. Donc là, par exemple, pour un 100%, tout est ouvert. Donc là, vous voyez que les statements, les branches, les fonctions, les lines, tout est couvert, donc tout est parfait. Dans le cas où vous avez un modèle, un fichier qui est incomplet, vous allez assez facilement pouvoir voir dans votre code qu'est-ce qui n'est pas déjà couvert. Et vraiment, c'est super intéressant parce que des fois, c'est juste avec le summary, c'est très compliqué à trouver. Donc là, ça va vous permettre de rajouter après justement des tests dans vos codes pour vous assurer que tout passe au vert et que vous ayez une couverture à 100%. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool. Donc c'est basé sur Istanbul, si vous connaissez le framework qui fait les tests.
C'est le type de rendu qu'on peut avoir, c'est vraiment sympa. Je recommande d'essayer au moins une fois, vous verrez que c'est vraiment très instructif. Lui, où est-ce qu'il en est? Wow, il a fini. Donc si maintenant je fais un npm run build, donc là ma solution devrait builder. Donc là je suis sur le Docker, donc là je suis sur un environnement Linux. Donc ce qui fait que là si j'essaie de le compiler maintenant sur Mac, ça va pas marcher parce que les packages sont buildés pour un environnement dit Linux et pas Mac. Donc c'est ça qui va être intéressant. S'il veut bien builder, c'est clairement plus lent, hein, c'est dingue. Bon, très bien. Est-ce qu'il va quand même me laisser faire les tests sans être sur un environnement Linux? J'ai pas testé. Est-ce qu'il va être d'accord si je fais ça? Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. C'est clairement plus lent, mais c'est pas trop mal. Ok, donc là c'est parti, les tests sont en train de tourner, donc en live. Donc là il y a des petits warnings au début, vous inquiétez pas. En fait, je vous recommande vivement d'utiliser aussi les bonnes versions des packages donc, que j'ai mis en place, parce que vous allez voir que la solution Sharpon SPFX n'est pas forcément tout à fait ISO avec Jest et les versions de package. Donc il y a des fois besoin, c'est même nécessaire d'avoir les bonnes versions de package qui ne sont pas forcément les dernières. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis sur cette solution avec les versions que j'utilise. J'en ai fait un sample pour moi aussi. Donc là par exemple on peut le voir d'un point de vue donc depuis la console, les tests comment ils se déroulent, que tout passe au vert et on voit à peu près les mêmes indications, les mêmes indicateurs que la partie graphique là qu'on a vu HTML. Seulement clairement là ça devient compliqué de savoir quelle ligne exactement ou quelle condition n'est pas bonne. Donc c'est vraiment intéressant. Donc la recommandation que j'ai de manière globale, quand vous faites des tests, la partie que j'apprécie beaucoup, à mon sens, c'est d'avoir pour chaque fichier que vous faites de code, d'avoir en fait son pendant juste avec la même chose, mais juste .test.ts pour la partie render en fait tsx et test.tsx. Et ça permet juste de les indiquer. Vous verrez que si vous avez sur Visual Studio Code le icône package, vous allez avoir à chaque fois un petit de test qui va vous dire que c'est des fichiers de test. Donc, vous voyez, les fichiers de test en soi, c'est pas bien compliqué. De toute façon, à partir du moment où vous maîtrisez votre code, c'est super. Dans le cadre des tests, ce qui est super aussi intéressant, je pense, c'est de ne pas négliger l'aspect mock. Ce que j'entends par là, donc là, c'est parfait, ça a buildé, c'est cool. L'aspect mock, en fait, c'est de créer en fait des fake objects. C'est comme des proxys, en somme, et ça va vous permettre de tester aussi votre Sharpon Framework en mode offline ou en mode Workbench. Je ne sais pas s'il va builder quand même si je fais un gulp serve, parce que je suis sur un environnement Mac. Est-ce qu'il va quand même être d'accord ou pas? Voilà. Donc là, typiquement, ça ne build pas, parce que je suis sur un environnement Mac et pas Linux. Donc je vais juste faire un petit RM et je vais le réinstaller plus tard pour pouvoir au moins faire la démo du composant, voir ce qu'il fait. Donc ça c'est pour les unit tests. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, après du coup, on en parlait juste avant un peu l'automatisation aussi avec Vincent. Le gros avantage, plutôt que de le faire à la main comme je suis en train de le faire, pour vous assurer tout au long du cycle de vie donc, de votre solution, ajoutez en fait les tests directement dans vos pipelines. Vous verrez, c'est pas compliqué à implémenter. Il y a eu des très bons exemples et d'ailleurs Vincent en avait aussi posté pour la partie DevOps. Comment ajouter automatiquement en fait les tests dans vos pipelines? Ça va vous permettre lorsque les gens vont contribuer, les développeurs dans votre solution en mode PR ou de la façon dont vous estimez que c'est nécessaire dans le cadre de votre projet. Par exemple, pendant un PR, il y aura une contribution qui va être faite pour le PR. Pour que le PR puisse être validé, il faut que, par exemple, il y ait une couverture à 100%. Donc, vous exécutez un pipeline au moment du PR et vous verrez directement en fait cette couverture de code. Ça va vous permettre de vous assurer, avant de valider le code visuellement parlant qu'il fonctionne, qu'au moins il réponde aux exigences des tests unitaires au niveau de votre solution. Super, donc PNPMI, on va faire ça rapide en parallèle. Voilà pour les tests unitaires. Un autre point qui me semble aussi très pertinent et qu'on oublie assez souvent, mais qui finalement a à mon sens une très forte importance, c'est la documentation à côté de votre composant. Qui, parmi vous, n'a pas au moins une fois développé un truc il y a 6 mois, 1 an et vous redemande de mettre les doigts dedans et avait totalement oublié pourquoi, comment vous avez fait ça? Ouais, ça m'arrive assez souvent finalement. J'ai des solutions que j'ai pas utilisées pendant
pendant 1 an et qu'on me demande d'un coup de faire une amélioration, je dirais, ah, je ne sais même plus quels sont les prérequis, s'il y avait des spécificités liées à cette solution, parce qu'il y a des, entre autres les prérequis, mais aussi peut-être des configurations à mettre en amont et des choses du genre. Donc, si vous ne notez pas ça, il y a peut-être un moment où vous allez tout simplement le zapper. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est la contribution, une doc de contribution, que ce soit en interne ou même si vous faites du open source. La contribution, ça permet quand même de donner certaines guidelines sur comment un contributeur doit en fait contribuer finalement. Quels sont les attendus pour être sûr que la contribution soit faite dans les meilleurs, comment dirais-je, dans les meilleures circonstances pour éviter qu'on aille vers le développeur et dit écoute, t'es bien gentil, ta fonctionnalité ou ton fix bug est super, mais par contre là t'as tout pété, ou alors en tout cas ça ne correspond pas du tout, c'est pas du tout la même façon de coder, ça va faire que ça ne sera pas maintenable. Pour éviter ce genre de frustration de la part de tout le monde, ça permet de faire ça. Alors c'est partiellement pas la job du développeur, mais par contre quand même s'il y a des spécificités techniques, c'est que le développeur qui peut le faire, hein. Donc c'est super intéressant. En effet, la doc contribution, c'est généralement vous pouvez le mettre dans des templates déjà tout fait, si c'est toujours la même doc, mais c'est pas le développeur qui va faire la contribution, mais il peut en tout cas contribuer à celle-ci. La doc du développeur, c'est le développeur qui doit la faire. Au fur et à mesure qu'il va développer, c'est lui qui va devoir dire quels sont les prérequis, qu'est-ce qui doit être fait pour que ça fonctionne, ou qu'est-ce qui permet de faire en sorte que ça fonctionne sur un environnement dit. Les templates, c'est quelque chose en plus, j'ai mis quelques screenshots. Les templates, c'est plutôt sympa quand vous faites du GitHub. Vous pouvez faire des templates de bugs, de fonctionnalités, de features et de PR. C'est plutôt cool. Ça permet, et d'ailleurs, ils sont sur mon repo aussi, ça permet d'avoir une sorte de template déjà tout fait pour que la personne qui va contribuer en ajoutant un bug ou une fonctionnalité va se tenir en fait à donner les bonnes informations. En tout cas, les informations attendues pour pouvoir aider au mieux pour les développements. Donc là, toujours une doc fonctionnelle. Sachez avec GitHub notamment, vous avez l'aspect wiki qui est super intéressant pour pouvoir avoir plein d'informations. C'est toujours cool de les avoir, je pense. Et vous avez aussi un package que j'ai mis ici. Alors avec la version qui est super importante, si vous mettez la version, ça ne marche pas. La version 0.16.11 de TypeDoc. Donc ce qui est important dans votre code, je ne l'ai pas encore dit, mais ce qui paraît pertinent, c'est de rajouter des commentaires dans votre code. Le fait de rajouter des commentaires de cette manière et d'autres, hein, je veux dire, là, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais en mettant des commentaires avec chaque fois à quoi sert le paramètre dans votre fonction, etc., ça va permettre de générer une doc que j'ai aussi ici d'ailleurs, que je vais pouvoir vite fait vous montrer, qui est automatiquement générée. Et honnêtement, pour le développeur, en fait, ça pourrait notamment lui éviter bien des tracas pour ne pas avoir à rédiger manuellement la doc. Donc ça, c'est généré automatiquement. Et lorsque vous allez justement dans une classe, vous allez automatiquement avoir les informations sur les composants, comment est-ce qu'on doit les utiliser, de quelle manière en fait ça fonctionne avec des samples, des exemples. Vous verrez, ça peut permettre de faire des documentations bien riches. Et ça évite aux développeurs de devoir rédiger toute la documentation par la suite. Et on se rend compte quand on fait beaucoup de projets que c'est très utile parce qu'un développeur, là, vous allez commencer sur SharePoint, vous allez voir que c'est pas toujours très facile de mettre les mains dans le cambouis et de découvrir tout ça. Alors le fait d'avoir une doc, ça permet de ne pas toucher au code et de retrouver l'information facilement. Vous avez des moyens de recherche sur ces types de doc. Donc si vous cherchez un objet, cherchez une fonction, une classe ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas sûr, vous avez la possibilité de rechercher globalement sur la solution. Ça fait gagner vraiment, vraiment beaucoup de temps. Donc lui, il a fini. Donc je vais essayer de faire un petit Gobsera, histoire de faire fonctionner la solution quand même, au moins une fois, s'il est d'accord. Voilà, donc pas d'erreur, c'est super. Donc en fait, sur le code que vous allez voir, j'ai mis en place les mocks. Les mocks, ça marche en mode localhost. On le voit aussi sur l'URL, lorsqu'on est en mode local, vous n'êtes pas connecté à SharePoint. Ma solution, dans mon cas, au niveau du SPList service, qu'on voit juste ici, il est là. Dans le SPList service, je vais utiliser le REST API de SharePoint pour aller récupérer des items de liste. Donc j'ai créé un site spécialement à cet effet. Donc là, en fait, il n'y a pas de cache, donc j'ai pratiquement suivi aucune best practice que j'ai donnée pour le cadre de l'exemple. Mais l'idée, si vous voulez, pour vous entraîner, en tout cas, vous pouvez réutiliser cette solution et y ajouter le cache là où il faut, comme il faut. Donc ça vous permettra ici, par exemple, avant d'envoyer chaque fois une request au niveau SharePoint, de dire attention, est-ce que lorsque j'exécute cette request, est-ce que j'ai déjà quelque chose dans le cache avant de réexécuter celle-ci ou pas? Et là, du coup, implémenter justement cette partie cache à l'intérieur.
Donc, si je regarde en mode vite fait sur la partie du contrôleur, pour pouvoir gérer l'aspect local versus l'aspect online, donc on a pas mal de variables sur le SharePoint Framework, vous allez le voir. On est capable de détecter dans quel environnement on est. Est-ce qu'on est sur un environnement dit local, donc là on marche en localhost ou pas. Donc dans ce cas-là, on est capable d'utiliser un mock ou alors directement d'utiliser le service que vous avez développé. Dans mon cas, là, je suis en mode local, ce qui fait que je ne vais pas attaquer le service SharePoint, je vais avoir mon composant WebPart qui est ici, tout beau, avec des données que j'ai insérées moi-même dans mon mock. Donc le mock en question, il est ici. Donc là, j'ai inséré manuellement certaines datas. Maintenant, pour faire le distinguo avec un environnement online, donc c'est Bootcamp. On va dans les sites. Hop. Donc là, je l'ai créé exprès encore pour la petite démo. Une fois que vous êtes en mode gulp, donc ça fait une sorte de mini serveur lorsque vous exécutez le gulp, comme on l'a vu, le gulp serve. Ça fait comme un petit serveur React qui se met sur votre machine. Donc après, vous êtes en mesure, depuis même online, c'est une petite URL à mémoriser, je pense, d'attaquer en mode layouts 15 workbench .aspx. En faisant ça, vous allez avoir le même workbench que vous avez en mode local, mais cette fois-ci branché en fait à SharePoint. Et donc là, vous allez pouvoir récupérer votre composant, en plus de ceux qui sont online, directement sur votre machine. Donc là, vous voyez que théoriquement, c'est pas les mêmes data dans le même ordre, parce qu'en fait, j'ai créé une liste sur le SharePoint qui contient finalement ces informations-là. Donc pour faire le test, on va aller sur Bootcamps, donc une simple liste avec la ville et la date. Donc si je rajoute vite fait un item, démo, et je mets la date, bah, pourquoi pas d'aujourd'hui, hein, qui veut bien. Donc on va dire le 19, allez, 12e, pourquoi pas, on a dit lefto. Réchi, mon composant. Tada, il fait démo. Non, c'est super. Ok, là, il est bien dans démo. Alors que sur mon aspect local, sur ma partie localhost ici, si je fais un refresh, on voit bien qu'il n'y sera pas parce que c'est sur mon mock interne. Donc l'avantage du mock aussi, à côté de ça, c'est de pouvoir forcer des erreurs et que dans votre code, vous êtes capable en fait de le rendre plus robuste. Par exemple, si un champ est censé être obligatoire, mais que par une manière ou d'une autre, un utilisateur est en mesure de contourner ce champ obligatoire, vous, ça va vous permettre de vraiment construire votre code autour de ça et de rajouter des try and catch là où il faut comme il faut, de gérer des exceptions et des erreurs et éviter que tout se mette à péter finalement et que vous ne voyez plus rien. Au moins, vous serez capable de dire, bah, si par exemple il manque une date sur Toronto et qu'elle est obligatoire, bah, plutôt que d'avoir une grosse erreur qui n'affiche plus rien, vous allez juste omettre l'objet Toronto et quand même afficher Montréal et Paris, par exemple. Et voilà, je crois que j'ai fini le tour des trucs et astuces. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. J'espère ne pas trop avoir débordé. J'ai speedé. C'était excellent, Laurent. Il y a des centaines de petits trucs et astuces que j'ai vus, que tu as présentés, qui sont absolument génial ce que j'ai vu. Donc, je suis vraiment très, très intéressé de tous ces différents petits trucs et astuces. Un élément que nous, on a vécu chez Valo. Chez Valo, le caching est core chez nous pour plein de raisons. Et comme tu disais, comme quoi le local storage ou le session storage est souvent limité. Je pense que c'est 6 mégas par domaine. Ouais, c'est ça. Et il faut savoir aussi, on top de ça, c'est que SharePoint aussi fait du caching dans son propre domaine. Donc, déjà, vous n'avez pas accès à 6 mégas, vous avez accès à peut-être 2,5 mégas au maximum. On commence à avoir des patterns et on va en parler un petit peu aujourd'hui avec le Microsoft Graph Toolkit, mais on commence à avoir des patterns de caching sur une autre solution qui est le IndexedDB, qui est aussi dans le browser, mais qui, elle, n'a pas de limite par rapport à la quantité de cache. Beaucoup plus complexe. Pas tout magiquement intégré dans PNPJS, d'ailleurs, mais on commence à avoir des patterns de plus en plus de solutions qui utilisent ça. C'est bien que tu dises ça aussi parce que je ne crois pas l'avoir dit, mais dans le cadre des frameworks, ce que je note aussi, c'est quand vous n'avez pas l'habitude, ça serait peut-être. D'ailleurs, je crois que j'ai zappé cette slide en réalité. Je ne me rappelle pas l'avoir dit. Mais en gros, les frameworks, il en existe plein.
Il en existe une tonne. Et c'est bien que tu parles de PNP.js. C'est un framework aussi super intéressant. Mais faites attention, c'est à utiliser, je pense, avec parcimonie. Parce que quand vous intégrez un framework dans votre solution, vous ne pouvez pas juste intégrer une partie du framework. Vous intégrez tout le framework. Donc, si c'est comme dans le sample que je vous ai fait, intégrer PNP.js juste pour faire un call REST, finalement, sur une liste SharePoint, ça fait quand même, c'est un peu dommage d'intégrer tout un framework alors que vous allez utiliser juste une fonction là-dedans qui va vous permettre de faire les choses plus simplement. C'est vraiment dommage, d'autant plus que si vous n'êtes pas encore familier, je le vois beaucoup avec les développeurs, quand vous passez directement sur PNP.js, vous ne connaissez pas les endpoints SharePoint, vous ne savez pas si c'est du post, du get, du put, vous ne connaissez pas encore forcément de quelle manière les attaquer. Donc le fait de commencer directement via REST API, ça permet quand même d'avoir ce back et après de renforcer ça avec PNP.js. Et comme tu dis, PNP.js gère déjà du cache. Donc ça, c'est le plus que PNP.js apporte. Ça évite de devoir le gérer manuellement lorsque vous faites du REST API. Donc là, en fait, ouais, il y avait quelques frameworks, on en a un peu parlé. Il y a le Microsoft Graph Toolkit qui est super cool, honnêtement. Je commence à l'utiliser de plus en plus. C'est vraiment génial. Vous avez Microsoft Graph que Vincent a présenté avant, que vous pouvez directement intégrer en mode NPM. Vous avez les samples, extensions et webparts. Honnêtement, allez voir, c'est plutôt cool. Il y a vraiment beaucoup de choses riches qui vont permettre de bien évoluer. Fluent UI, on n'en parle pas trop, mais finalement, c'est UI Fabric, mais ça fait partie en fait du framework React de Microsoft. Moi, personnellement, j'ai vu des solutions où des gens préféraient utiliser Bootstrap. Je ne vous le recommande pas parce que c'est pas très homogène avec le visuel de Microsoft. Vous avez les contrôles de SPFX qui sont super géniaux aussi. Vous verrez quand vous ferez des webparts, vous avez le panel de configuration qui est toujours à droite en fait. Lorsque vous modifiez en fait votre composant, si maintenant vous avez des trucs vraiment touchy, vous allez voir, il y en a certains, ça va vous faire gagner un temps phénoménal pour ne pas avoir à refaire la roue. Et puis voilà. Après, il y a juste le PNP Framework Generator. Vous verrez quand cet après-midi, vous allez utiliser le framework de base Microsoft. Il en existe une sorte d'alternative qui est beaucoup plus riche. Moi, personnellement, je ne la recommande pas tout de suite parce qu'elle inclut beaucoup de packages. Et si vous n'utilisez pas tout, ça va vraiment prendre beaucoup de place pour pas grand-chose. Donc voilà. Génial. Merci, Laurent. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions avant qu'on se quitte pour une heure de lunch? Donc, s'il y a des questions, on peut évidemment les répondre maintenant. N'hésitez pas à les mettre dans le chat si jamais vous ne voulez pas speak up, si vous ne voulez pas vous démute, quoi que ce soit. Donc, à vous la Je pense que parole. tout le monde a faim, c'est ça que j'ai speedé. Ouais, c'est peut-être ça. Habituellement, dans les autres bootcamps, c'est l'heure où les gens commençaient à rusher vers les Subway. Cette année, ben écoutez, si vous voulez faire du Uber Eats avec du Subway, bien à vous. Sinon, on se retrouve dans une heure. On va laisser, n'hésitez pas à revenir dans la conférence, quoi que ce soit, ou la quitter ou revenir vers 13 heures. On va se laisser pour une heure et ensuite de ça, à 13 heures, on aura la chance d'avoir Nick Charlebois avec nous pour un petit 20 minutes, une demi-heure de Microsoft 365 DSC. Et ensuite, on se lance dans notre workshop. Donc, ça va à tous. À tantôt. C'est cool. Bye. À tantôt. Bye.